Ma fille m'a écrit pour que je ne vienne pas la voir à Noël. Je ne l'ai pas cru. Ce soir-là, je l'ai vue enchaînée, la jambe brisée, tandis que ses beaux-parents festoyaient comme des rois chez elle. Ce que j'ai fait ensuite est devenu une légende. Je m'appelle Claire Moreau, j'ai 52 ans, et jamais je n'aurais imaginé qu'une simple lettre changerait à jamais mon destin et celui de ma fille. C'était une enveloppe ivoire, sans expéditeur, glissée sous ma porte un matin de décembre, si discrète que j'ai failli ne pas la remarquer. En l'ouvrant, j'ai senti mon cœur se serrer, une écriture tremblante, reconnaissable entre mille, celle d'Élise. Quelques mots seulement, griffonnés à la hâte, me foudroyèrent. « Pardonne-moi, maman. Ne viens pas. Je t'aime. » Cette phrase, lourde comme un adieu, a été le début d'une nuit que ni moi, ni elle, n'oublieront jamais. Le matin du 24 décembre, alors que la ville s'éveillait dans un silence feutré de neige, j'ai reçu un message de ma fille qui m'a immédiatement glacée. « Ne viens pas ce soir, maman. C'est important. Je t'en supplie. » Aucun bonjour, aucun mot tendre, seulement cette injonction brutale, étrangère à notre lien. Mon souffle s'est suspendu, mon esprit s'est rempli d'un brouillard d'angoisse. Je savais au fond de moi que quelque chose n'allait pas, mais je n'en devinais pas encore l'ampleur. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas seulement la brièveté du message, mais sa froideur. Élise m'avait toujours appelé dès le matin du réveillon pour qu'on commence ensemble les préparatifs, en musique, entre rire et confidence. C'était notre rituel, notre refuge dans une vie parfois trop dure. Cette année, ce silence, cette distance soudaine, trahissait une fracture que je ne comprenais pas. Ce n'était pas juste un changement de programme, c'était un cri étouffé. J'ai tenté de l'appeler immédiatement, le cœur battant, la gorge nouée, espérant entendre sa voix et dissiper ce pressentiment oppressant. Une fois, 2 fois, 10 fois, rien. Sa boîte vocale s'enclenchait directement, ce qui ne lui ressemblait pas. Même lors de ses journées les plus chargées, Élise répondait toujours à mes appels. Un silence pareil, en ce jour-là, était une alarme hurlante que je ne pouvais ignorer. J'ai compris que quelque chose ou quelqu'un la forçait à se taire. Plus les heures passaient, plus mon inquiétude prenait racine, me tirant vers une certitude insupportable, je ne pouvais pas rester là, à attendre. Mon instinct maternel me criait de désobéir à ce message, de forcer le destin s'il le fallait. Ce n'était pas de l'imprudence, c'était une urgence viscérale, presque animale. J'ai décidé que, quoi qu'il m'en coûte, je devais aller chez elle. Même si cela signifiait affronter une vérité que je redoutais depuis trop longtemps. Pour garder contenance, j'ai préparé un petit panier, comme chaque année, avec ses biscuits préférés, un bocal de confiture maison et un pain d'épices que j'avais décoré la veille. Ce geste, aussi banal soit-il, me donnait l'illusion d'un Noël normal, d'une mère qui vient voir sa fille. Au fond, je savais que ce panier était un prétexte, une armure contre la peur. J'y avais glissé aussi une vieille écharpe, celle qu'elle adorait quand elle était petite. Peut-être pour lui rappeler que j'étais là, toujours. La nuit tombait quand j'ai quitté mon appartement, emmitouflé dans mon manteau, les doigts crispés sur l'anse du panier. Le chemin jusqu'à sa maison de Versailles m'a paru interminable, comme si chaque pas me rapprochait d'un abîme invisible. En arrivant devant chez elle, j'ai remarqué un détail étrange, toutes les lumières du rez-de-chaussée étaient allumées, sauf une, sa chambre, plongée dans l'obscurité. Une maison éclairée sans vie, comme un théâtre après la dernière scène. À peine mes pieds se sont-ils posés sur les marches du perron que j'ai entendu des éclats de voix et des chants de Noël filtrés depuis l'intérieur. Une joie factice, presque trop bruyante, remplissait l'air, comme si l'on tentait de couvrir quelque chose. Des rires, des vers qui s'entrechoquaient, des paroles creuses fredonnaient sur des mélodies festives. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, c'était la voix de Gérard, puis celle de Sylvie, les beaux-parents d'Élise. Ils chantaient comme si rien n'était arrivé. Le contraste entre l'ambiance que j'entendais et l'angoisse que je ressentais était insoutenable. Ils fêtaient Noël avec une légèreté insolente, comme dans une carte postale figée. J'ai reconnu sans peine leur ton affecté, leur fausse bonhomie, toujours un peu condescendante.
J'ai collé mon oreille contre la porte, tentant de capter un mot, un indice, rien sur Élise. Leur absence de soucis, leur joie exagérée, m'a soudain paru sinistre. Comme s'ils savaient que je viendrais, et qu'ils s'en moquaient. J'ai frappé une première fois, puis une deuxième, plus fort, mon panier tremblant dans ma main. Aucun bruit de pas, aucune réaction, alors même que j'entendais les rires continuer. La poignée a cédé sous ma main, la porte n'était pas verrouillée, simplement poussée. Ce détail m'a immédiatement mis en alerte. Qui laisse une porte ouverte, un soir d'hiver? J'ai franchi le seuil, lentement, le souffle court, comme si j'entrais dans un piège tendu à dessein. La chaleur de la maison m'a enveloppé d'un parfum sucré d'alcool et de plats gras, mais personne ne m'a salué. Gérard et Sylvie trônaient dans le salon, un verre de champagne à la main, parlant fort, ricanant, comme s'ils n'avaient pas remarqué ma présence. Le contraste avec l'urgence que je ressentais me donnait la nausée. J'ai avancé dans la pièce, leur ai fait face, mais ils n'ont pas même sursauté. Ils étaient là, à 2 mètres de moi, et m'ignoraient comme une ombre. Quand j'ai enfin parlé, ma voix s'est brisée malgré moi. Où est Élise? Sylvie a tourné lentement la tête vers moi, son sourire crispé collé à ses lèvres comme un masque mal fixé. Elle se repose, m'a-t-elle dit d'un ton trop doux, trop contrôlé, ne va pas la déranger maintenant. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine, comme si chaque mot était choisi pour cacher une vérité violente. Elle n'a pas bougé de son fauteuil, comme si tout cela était parfaitement normal. Mais dans ses yeux, quelque chose tremblait. Un éclat furtif, presque imperceptible, comme une peur rentrée, a brièvement fissuré son masque. Elle m'a évité du regard juste après sa phrase, et ses doigts ont serré sa coupe un peu trop fort. C'était un langage muet, mais mon cœur l'a entendu comme un cri. J'ai compris à cet instant que le danger était bien réel, et qu'il ne me laisserait pas voir Élise sans résistance. Je suis restée immobile quelques secondes, luttant contre l'envie de hurler, puis j'ai tourné les talons sans un mot et je suis montée. Chaque marche sous mes pieds semblait grincer avec plus d'insistance, amplifiant ma peur à chaque pas. Je me sentais comme une intruse dans cette maison qui avait été celle de ma fille, mais qui ne lui appartenait plus. L'atmosphère devenait de plus en plus lourde, presque irrespirable. J'étais sur le point de découvrir quelque chose que je n'étais pas sûre de pouvoir supporter. Dès que j'ai atteint le haut de l'escalier, une odeur étrange m'a saisi à la gorge. Ce n'était pas celle de la cire ou du linge propre, mais une senteur âcre, métallique, qui ne laissait aucun doute, du sang. Mon corps s'est figé, refusant d'avancer, alors que mon esprit me hurlait de courir. J'ai suivi cette odeur jusqu'à la porte de sa chambre, à moitié entr'ouverte. Derrière, le silence était plus assourdissant que tout ce que j'avais entendu ce soir-là. J'ai poussé la porte, les mains glacées, et ce que j'ai vu m'a arraché un cri que je n'ai jamais su reproduire depuis. Ma fille, mon enfant, était là, au sol, enchaînée au pied de son propre lit comme un animal. Ses cheveux étaient collés à son visage, son pyjama trempé de sueur et de larmes. Une couverture tachée glissait de ses épaules, révélant la maigreur de son corps. Le monde s'est arrêté, j'ai su que plus rien ne serait jamais comme avant. Je me suis agenouillée près d'elle, tremblante, incapable de comprendre ce que mes yeux voyaient réellement. Sa jambe gauche était enflée, recouverte d'un bandage sale qui laissait deviner une blessure grave. Les chaînes enserraient sa cheville, et chaque respiration semblait lui coûter un effort immense. Elle a essayé de se redresser, mais la douleur l'a clouée au sol. J'ai posé mes mains sur les siennes, et son regard m'a transpercé comme une lame. Son visage était ravagé, ses lèvres fendues, ses yeux gonflés d'avoir trop pleuré sans que personne ne vienne. Elle essayait de sourire en me voyant, mais son sourire n'en était plus un, seulement une contraction de souffrance mêlée à du soulagement. Aucun mot ne pouvait réparer ce que je voyais, aucune caresse ne suffisait à effacer ses blessures. C'était trop violent, trop injuste. Et pourtant, au milieu de l'horreur, elle était vivante, et je devais la sauver. Elle a murmuré mon prénom d'une voix rauque, brisée par les cris qu'elle avait dû étouffer pendant des jours. Puis elle m'a supplié, presque sans force, « Maman, ne crie pas, s'il nous entend, il me tue. » Je n'ai pas compris tout de suite,
j'ai cru à une hallucination, mais son regard ne mentait pas. Chaque mot était un fil tendu entre la peur et l'espoir, entre la survie et l'effondrement. J'ai senti mes mains devenir moites sur les chaînes. Je me suis précipitée pour les détacher, les doigts tremblants, mais elle a posé sa main sur la mienne, un geste faible mais ferme. « Non, attends. » m'a-t-elle dit, les yeux emplis d'un mélange d'effroi et de lucidité. « Il n'est pas là, mais s'il revient et que je ne suis plus enchaînée, il m'écrase. » Chaque mot était un poison, une vérité que je refusais mais que je devais affronter. Ce n'était pas une simple dispute, c'était un emprisonnement. Et là, tout s'est éclairé. Antoine. Son mari. Celui qu'elle m'avait toujours présenté comme attentionné, doux, un peu nerveux parfois, mais jamais dangereux. Elle m'avait menti, ou plutôt elle m'avait protégé, me cachant la dévastation qu'il semait chaque jour dans son corps et son esprit. J'ai compris que ce cauchemar durait depuis bien plus longtemps que je ne l'imaginais. Et qu'elle avait enduré seule l'insupportable, pour ne pas me blesser. Assise au sol, tenant toujours la main de ma fille, j'ai posé la question que je redoutais, il savait? Elle a hoché la tête sans un mot, une larme glissant lentement sur sa joue. Les parents d'Antoine, Gérard et Sylvie, n'étaient pas de simples témoins silencieux, ils étaient complices. Ils l'avaient vu souffrir, l'avaient entendu supplier, et avaient choisi de détourner les yeux, ou pire, de l'aider à se taire. Une trahison d'une cruauté froide, préméditée, implacable. Élise m'a raconté, entre deux halètements, que l'agression avait eu lieu 2 jours plus tôt. Antoine avait découvert un message d'une amie sur son téléphone, l'accusant aussitôt de vouloir le quitter. Sa colère avait explosé comme une tempête, il l'avait poussée contre la table basse, puis frappé à la jambe jusqu'à l'entendre craquer. Elle avait hurlé de douleur, mais personne n'était venu. Il avait laissé la pièce sans un mot, tandis qu'elle gisait au sol, brisée. Le plus insupportable dans ce récit, c'était ce que Gérard et Sylvie avaient dit en entrant dans la chambre après l'agression. « Il fallait bien que tu comprennes », avait murmuré Sylvie, en lui posant un linge froid sur le front. « Tu l'as provoqué », avait ajouté Gérard, comme si la violence était une réponse logique à un simple texto. Puis il lui avait bandé la jambe comme on bâillonne une vérité, et refermé la porte à clé. Je ne pouvais plus contenir ma rage. Élise avait tenté de s'échapper la veille, rassemblant ses dernières forces pendant la nuit, espérant atteindre la fenêtre. Mais Gérard était monté l'arrêter, sans hésiter, l'avait rattaché au lit avec une chaîne qu'il gardait soi-disant pour un chien disparu. Sylvie lui avait apporté une soupe froide en disant « Moins tu bouges, plus vite tu guériras ». Il ne s'agissait plus seulement de cruauté, mais d'un enfermement volontaire, organisé. J'étais témoin d'un crime lent, d'un supplice quotidien. En entendant tout cela, quelque chose s'est brisé en moi. Pas seulement le cœur d'une mère, mais la foi en l'humanité, en la justice, en la décence. J'ai ressenti une fureur profonde, brûlante, qui dépassait toutes les colères que j'avais connues dans ma vie. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment avait-il pu oser, chez elle, dans son propre foyer, transformer l'amour en prison? Je n'avais plus peur. J'avais une mission. Je voulais l'emporter tout de suite, la soulever dans mes bras comme quand elle était petite, la sortir de cette maison maudite. Mais Élise me retenait encore, tremblante, le regard fixé sur la porte. Ils sont en bas, ils me surveillent. Ils ne me laisseront pas partir. Elle parlait comme une prisonnière, une otage. Chaque mot était teinté d'un mélange d'horreur et de lucidité. Je comprenais que cette fuite devrait être stratégique, immédiate et sans erreur. Je lui ai pris la main, en la regardant droit dans les yeux, je lui ai juré, ce soir, c'est terminé. Plus personne ne te fera du mal. Elle a fermé les yeux, lentement, comme si elle n'osait pas croire à cette promesse. Mais au creux de sa paume, j'ai senti une infime pression, une confiance fragile renaître. Je me suis levée, le cœur battant à m'en fendre les côtes. J'avais peu de temps. Il fallait agir avant qu'Antoine ne rentre. Je suis redescendue les escaliers d'un pas mesuré, maîtrisant chaque respiration, chaque mouvement. Mes jambes tremblaient, mais je me forçais à paraître calme,
comme si de rien n'était. Je savais que la moindre erreur, le moindre regard paniqué pouvait tout faire basculer. J'étais seule, mais pas impuissante. J'avais ma volonté, mon instinct, et une détermination que rien ni personne ne pouvait arrêter ce soir-là. Quand je suis revenue dans le salon, Gérard m'a jeté un regard agacé, comme si je venais troubler une soirée trop bien huilée. Sylvie sirotait son champagne, feignant l'élégance dans cette maison pleine de mensonges et de cris étouffés. Ils ne m'ont même pas demandé ce que j'étais allée faire là-haut. Pour eux, ma présence était une gêne, un détail qui finirait par disparaître. Mais ils ne savaient pas que la tempête était déjà en route. D'une voix froide, presque mécanique, j'ai demandé où était Antoine. Gérard a haussé les épaules sans se retourner, il est sorti régler une affaire, il revient bientôt. Mon estomac s'est noué à ces mots, car je comprenais que le temps m'était compté. S'il rentrait et me trouvait ici, auprès d'Élise, tout pouvait dégénérer. Il fallait que je sorte de cette maison, vite, mais pas sans alliés. Alors une idée s'est imposée dans mon esprit, claire comme une évidence. Puis, comme s'il voulait tester mes limites, Gérard a ajouté d'un ton sec, « Élise doit apprendre à se comporter ». Ces mots ont ricoché dans ma tête comme une gifle. Il les a prononcés sans honte, sans gêne, avec cette autorité arrogante des bourreaux qui se croient justes. J'ai senti ma gorge se nouer, ma vue se brouiller, mais je suis restée droite. Ce n'était plus du déni, c'était une idéologie, un poison transmis comme une tradition. Je n'ai pas pu me contenir. Toute la rage que j'avais retenue a jailli d'un seul coup. Je leur ai craché en pleine figure ce qu'ils étaient, des lâches, des complices, des monstres déguisés en grands-parents. Sylvie a sursauté, mais Gérard est resté figé, le regard dur, comme s'il n'entendait qu'un bourdonnement inutile. Il n'avait même plus honte, seulement du mépris. Ce que j'avais devant moi, ce n'était pas une famille, c'était une secte de silence et de violence. Sylvie s'est levée brusquement, son verre à la main, et m'a lancé d'un ton tranchant, « Tu n'as rien à faire ici, Claire. Sors de chez nous. Chez eux. » Ces mots m'ont transpercé. Cette maison avait été celle de ma fille, c'était son refuge, sa vie. Et aujourd'hui, il me chassait comme une étrangère, en toute impunité. Je l'ai regardée droit dans les yeux, et pour la première fois, elle a reculé. Je suis sortie, mais je ne suis pas partie. À peine la porte franchie, j'ai sorti mon vieux téléphone, celui que je gardais toujours chargé, au cas où. J'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années, mais que je n'avais jamais oublié. Une seule sonnerie a suffi. Quand la voix de mon frère a résonné, calme et grave, je n'ai dit qu'une phrase, « Marc, viens vite. Ma fille est en danger de mort. » Marc Moreau, mon frère, ancien policier reconverti en enquêteur privé, n'a posé aucune question. Sa voix s'est faite brève, directe, « J'arrive. » Il savait que je ne l'appellerais jamais sans une raison vitale. Nous n'avions pas toujours été proches, mais il m'avait juré un jour qu'en cas de vraie urgence, il serait là. Et ce soir-là, je savais que je pouvais compter sur lui comme sur personne d'autre au monde. En moins de 15 minutes, sa voiture s'est arrêtée à l'angle de la rue, phares éteints, moteur encore chaud. Il n'était pas seul. 2 hommes l'accompagnaient, anciens collègues, discrets mais solides, avec cette tension dans le regard que seuls les gens du terrain possèdent. Je leur ai ouvert la porte d'entrée sans un mot, les yeux brûlants de détermination. Aucun d'eux n'a posé de questions. Ils savaient que ce qu'ils allaient découvrir n'aurait rien d'ordinaire. Nous sommes entrés ensemble dans la maison, le silence s'abattant comme un couvercle sur l'ambiance faussement joyeuse du salon. Gérard s'est levé d'un bond en les voyant, tentant de cacher son trouble derrière un air faussement indigné. Il a exigé des explications, mais Marc est resté calme, impassible, sortant lentement sa vieille plaque de police. Le simple éclat du badge a suffi à le faire taire. L'heure des jeux était terminée. Tandis que l'un des collègues restait près de la porte d'entrée, Marc et l'autre ont pris position dans la maison, méthodiques, efficaces, déterminés. Sylvie tentait encore de comprendre ce qui se passait, mais son masque s'effritait peu à peu. Je les ai guidés à l'étage, mon cœur battant à chaque marche,
priant pour qu'Élise soit encore consciente. Elle n'avait plus besoin d'héroïsme, elle avait besoin de secours, de vrai secours. Et ce moment était enfin venu. Quand nous avons ouvert la porte, Élise nous a regardés comme on regarde une hallucination, un rêve irréel. Elle a fondu en larmes en voyant Marc, puis s'est effondrée contre lui dès qu'il l'a prise dans ses bras. Il l'a serrée doucement, sans rien dire, posant simplement son front contre le sien, comme un frère d'âme venu la délivrer. Je suis restée là, à les regarder, incapable de retenir mes propres larmes. Après l'horreur, une première lumière. Marc a sorti un petit outil de sa poche, en quelques secondes, a coupé les chaînes qui la retenaient. Les maillons sont tombés au sol dans un cliquetis sec, comme un glas de faim. L'autre collègue, en bas, a immédiatement contacté les urgences, décrivant la situation avec un calme professionnel. Violence conjugale aggravée. Blessures multiples. Enfermement illégal. Enfin, quelqu'un nommait les choses. Et à cet instant, nous savions que plus rien ne pourrait les étouffer. Élise, libérée de ses chaînes, est restée quelques secondes sans bouger, comme si son corps refusait de croire à sa délivrance. Puis, lentement, elle a tendu les bras vers Marc, qui l'a soulevée avec précaution pour la déposer sur le lit. Son visage s'est enfoui contre son torse, et ses sanglots ont repris, profonds, douloureux, comme s'ils avaient attendu ce moment pour jaillir. Je l'ai rejointe de l'autre côté, posant ma main sur ses cheveux. C'était la première fois depuis des mois que je la sentais en sécurité. Le collègue de Marc a repris la communication avec les secours, précisant l'urgence vitale. Il parlait vite, précis, donnant les signes cliniques, la jambe blessée, l'infection visible, l'état de choc émotionnel. En quelques phrases, il a dressé le tableau d'un calvaire. Pendant ce temps, Élise, toujours blottie contre nous, répétait « Je veux partir, s'il revient, il me tue ». Et nous lui répondions en silence, par nos bras, qu'elle n'était plus seule. Depuis le salon, les voix s'élevaient. Gérard et Sylvie, entendant du mouvement à l'étage, se sont mis à hurler, furieux, comme si on leur volait quelque chose. « Vous n'avez pas le droit », criait Sylvie. « C'est notre maison », hurlait Gérard, battant des pieds comme un enfant privé de jouets. Le masque était tombé, révélant la violence pure, nue. Mais aucun de nous n'a bougé, car notre priorité, c'était Élise. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils ont été frappés par l'odeur dans la chambre et l'état de la blessure. Ils ont improvisé une civière avec des draps et des coussins pour ne pas aggraver la fracture. Élise tremblait comme une feuille, le visage livide, mais elle ne pleurait plus. Une forme de paix étrange l'envahissait, comme si la douleur physique n'était rien comparée au soulagement d'être enfin vue. Je marchais à ses côtés, le cœur en miettes, mais debout. Alors que nous descendions lentement les escaliers, Sylvie nous a barré le passage, les bras croisés, son regard chargé de mépris. « Vous êtes tous des fous », cracha-t-elle. Elle exagère, vous ne comprenez rien. Un ambulancier l'a ignoré et a poursuivi sa descente, concentré sur la stabilisation de la jambe. Gérard, en retrait, fulminait, incapable de comprendre que cette fois, leur contrôle leur échappait. Ils n'étaient plus les maîtres du silence. Quand les sirènes ont retenti au loin, annonçant l'arrivée de la police, la panique a gagné Gérard. Il a tenté de se diriger vers la porte arrière, glissant sa veste sous le bras comme s'il allait simplement prendre l'air. Marc l'a vu bouger, s'est élancé sans dire un mot, et l'a plaqué contre le mur du couloir. « Pas un pas de plus », a-t-il dit froidement. Gérard n'a pas réagi. Pour la première fois, il était pris au piège. Une fois Élise installée dans l'ambulance, les infirmiers ont commencé les premiers soins sur place. Ils ont retiré le bandage improvisé autour de sa jambe, et l'un d'eux a blêmi à la vue de la plaie. « L'infection sévère, possible ostéomyélite », a-t-il murmuré à son collègue. Ils ont immédiatement perfusé un antibiotique et placé une attelle rigide. Moi, je tenais la main d'Élise, priant en silence que ce ne soit pas trop tard. Un des médecins s'est penché vers moi pendant le trajet, si elle était restée là encore quelques heures, elle aurait pu perdre la jambe. Ces mots m'ont transpercé comme un couteau.
Je me suis tournée vers ma fille, qui fixait le plafond de l'ambulance, les yeux ouverts mais absents. J'ai compris qu'on l'avait frôlée de près, cette ligne invisible entre la vie et la mort. Et qu'elle avait tenu, seule, dans l'attente d'un miracle. Arrivée à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye, les équipes médicales ont pris le relais avec une rigueur glaciale. En quelques minutes, elle était entre les mains de chirurgiens, d'urgentistes, de spécialistes. Chaque geste était rapide, précis, mécanique, mais autour de moi, tout semblait irréel. Je restais plantée là, dans ce couloir trop blanc, incapable de m'asseoir, incapable de pleurer. Jusqu'à ce qu'un médecin sorte, enlevant ses gants, et me dise enfin, elle est en sécurité maintenant. Élise a été transférée dans une chambre de soins intensifs, sous sédation légère, pour qu'elle puisse se reposer. Les médecins ont documenté chaque blessure, les contusions, les anciennes fractures, les brûlures, les marques sur ses poignets. Tout a été photographié, mesuré, archivé comme preuve. Ce n'était plus seulement un drame familial, c'était un dossier pénal. Et dans chaque geste médical, il y avait une justice en marche, froide, lente, mais implacable. La police est arrivée dans la nuit même, discrète mais déterminée, et a commencé son enquête en interrogeant les beaux-parents directement dans la salle d'attente de l'hôpital. Les agents prenaient des notes, observaient leurs réactions, leur silence trop long et leurs réponses mécaniques. Sylvie tentait de se montrer polie, jouant la belle-mère, incomprise, tandis que Gérard oscillait entre arrogance et nervosité. Les policiers n'étaient dupes de rien, ils avaient trop vu pour être impressionnés. Et chaque détail du dossier renforçait leurs soupçons. Lorsqu'on leur a demandé s'ils avaient connaissance des violences d'Antoine, ils ont tout nié d'un bloc, presque trop vite, presque trop fort. Sylvie a levé les yeux au ciel, répétant qu'Élise dramatisait tout depuis toujours. Gérard, lui, affirmait qu'elle se blessait elle-même par maladresse, un mensonge si grotesque que même les policiers ont échangé un regard incrédule. Leur stratégie était claire, minimiser, détourner, accuser la victime. Mais leur façade se fissurait déjà. Les médecins ont remis aux enquêteurs un premier rapport accablant, où chaque blessure racontait une histoire que les mots des beaux-parents essayaient vainement d'effacer. Il y avait des ecchymoses anciennes, des fractures mal consolidées, des traces de liens sur les poignets et les chevilles, autant de marques témoignant d'un cycle de violence sur plusieurs mois. Les agents ont photographié chaque élément, conscients de la gravité du dossier. La vérité s'écrivait sur le corps d'Élise, indiscutable, implacable. Le mensonge n'avait plus d'espace pour respirer. Pendant que nous étions encore à l'hôpital, Antoine est rentré chez lui juste avant l'aube, sans se douter que la maison était encerclée par 2 voitures de police. Il a ralenti en voyant les gyrophares silencieux, puis a tenté un demi-tour précipité. Les agents ont immédiatement réagi, bloquant son véhicule avant qu'il n'ait parcouru 3 mètres. Les voisins, réveillés par l'agitation, observaient depuis leurs fenêtres, stupéfaits. En un instant, l'homme qui terrorisait ma fille venait de perdre tout contrôle. Antoine est sorti de la voiture en protestant, criant qu'il n'avait rien fait, mais sa panique contredisait chaque mot. Les policiers lui ont ordonné de poser les mains contre la carrosserie, et l'un d'eux lui a passé les menottes avec un calme glacial. Il tentait encore de se débattre, répétant qu'Élise mentait pour attirer l'attention. Personne ne l'écoutait. Pour la première fois, c'était lui qu'on empêchait de fuir, et non Élise qu'on forçait à se taire. La fouille de sa voiture a achevé de renverser toute possibilité de défense. Dans le coffre, les policiers ont découvert une corde neuve, des bandes adhésives, des médicaments anxiolytiques non prescrits et un carnet noir. À l'intérieur, Antoine avait noté des phrases glaçantes, décrivant les punitions qu'il estimait nécessaires pour corriger sa femme. C'était un journal de domination, presque méthodique, montrant qu'il ne s'agissait pas d'un accident mais d'un système. Les agents savaient désormais qu'ils avaient affaire à un prédateur. Durant l'interrogatoire, Antoine a d'abord tout nié, puis a tenté de se défausser sur ses parents, les accusant de l'avoir encouragé. Son discours changeait d'une minute à l'autre, oscillant entre victimisation et accusation, comme s'il cherchait encore quelle version pourrait le sauver. Les policiers le laissaient parler,
conscient que chaque contradiction renforçait le dossier contre lui. Leur calme l'exaspérait, révélant peu à peu son vrai visage, celui d'un homme incapable d'assumer ce qu'il avait fait. Mais cette fois, personne ne détournerait les yeux. Les trois, Antoine, Gérard et Sylvie, furent finalement placés en garde à vue. L'annonce officielle a eu l'effet d'une sentence, brisant le vernis de respectabilité dont ils s'entouraient depuis des années. Sylvie a éclaté en larmes, répétant qu'elle n'avait fait que protéger sa famille, tandis que Gérard restait silencieux, livide. Antoine, lui, fixait le sol, incapable de comprendre que son pouvoir venait de s'effondrer. Cette nuit-là, la justice venait de s'éveiller. Je suis restée auprès d'Élise chaque nuit, assise à son chevet, lui tenant la main quand la douleur montait ou quand les souvenirs l'assaillaient. Parfois elle sursautait dans son sommeil, murmurant des phrases tremblantes que je ne comprenais pas toujours. Je lui parlais doucement pour l'apaiser, lui rappelant qu'elle était en sécurité, que personne ne viendrait plus jamais lui faire du mal. Les infirmières me regardaient avec une tendresse discrète, habituées à ces nuits de reconstruction. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais être une mère sans être impuissante. Sa rééducation a commencé dès que son état s'est stabilisé, et chaque séance révélait une force insoupçonnée chez elle. La douleur était intense, parfois insupportable, mais elle avançait, centimètre par centimètre, refusant de laisser cette jambe brisée définir son avenir. Les kinés l'encourageaient, impressionnés par sa détermination silencieuse. Je la voyais renaître, non pas d'un coup, mais par fragments, comme si elle recollait elle-même les morceaux de sa propre histoire. C'était un combat quotidien, mais elle n'était plus seule pour le mener. Le jour où Élise a fait ses premiers pas sans aide, appuyée sur une béquille, une lumière nouvelle a traversé son regard. Ce n'était pas juste marcher, c'était reprendre possession de son corps, de son autonomie, de sa vie. Elle m'a regardé, les yeux pleins de larmes, et a murmuré « Je veux partir d'ici, recommencer ailleurs ». Elle ne fuyait pas, elle reconstruisait. Et dans cette décision, il y avait plus de courage que dans 1000 cris de vengeance. Grâce à Marc, un dossier solide a été remis au juge en urgence, permettant à Élise d'obtenir une mesure de protection immédiate. Un logement sécurisé lui a été attribué dans une commune paisible d'Île-de-France, loin des regards et des souvenirs empoisonnés. L'adresse était confidentielle, surveillée discrètement par la gendarmerie locale. Pour la première fois depuis des mois, elle a dormi sans sursauter, sans surveiller l'heure, sans craindre des pas dans l'escalier. Ce silence-là n'était plus une menace, mais une promesse. Je n'ai pas réfléchi longtemps. J'ai vendu ma maison, rangé nos souvenirs dans des cartons, et je l'ai suivie. Je ne voulais pas qu'elle reconstruise seule, pas après ce qu'elle avait enduré. Nous avons emménagé ensemble, dans un petit appartement simple mais lumineux, avec des murs blancs qui n'avaient rien vu. Chaque meuble posé, chaque rideau installé était une victoire. Ce n'était pas un retour à la normale, c'était une vie nouvelle, choisie, libre. L'affaire a éclaté dans la presse quelques semaines plus tard, relayée par un journaliste local bouleversé par le témoignage d'un des ambulanciers. Le récit a circulé rapidement, puis a été repris par les chaînes nationales. On parlait de « La femme enchaînée à Noël », un titre cruel mais efficace. Des milliers de messages sont arrivés, de soutien, d'indignation, d'horreur. Et au milieu du vacarme médiatique, Élise gardait le silence, digne, parce que sa parole valait plus que le bruit. Sous la pression publique, plusieurs députés ont demandé une révision des dispositifs de protection des victimes de violences conjugales. Des amendements ont été déposés, des protocoles de prise en charge ont été renforcés. Le nom d'Élise revenait souvent dans les débats, parfois cité avec respect, parfois utilisé à tort. Elle n'en tirait aucune fierté, seulement une étrange paix. Ce qu'elle avait vécu servait enfin à quelque chose, empêcher que d'autres tombent dans le même piège. Des lettres sont arrivées de toute la France, certaines écrites à la main, d'autres tapées maladroitement, racontant des histoires de douleurs semblables. Des femmes qu'elle ne connaissait pas lui confiaient leurs secrets, leurs peurs, leur silence aussi. Elle les lisait le soir, une par une, parfois en pleurant, parfois en murmurant « moi aussi ». Elle répondait autant qu'elle le pouvait,
toujours avec douceur, jamais avec pitié. Car elle savait que chaque mot pouvait être une planche jetée à la mer. Peu à peu, une idée a germé en elle, non pas par ambition, mais par nécessité, créer un espace d'aide, d'écoute, de protection. Son association est née dans une salle municipale, avec 3 bénévoles, un ordinateur et beaucoup de courage. Elle l'a appelé « l'espoir retrouvé », parce que c'était ce qu'elle avait cru avoir perdu. Aujourd'hui, cette association accompagne des dizaines de femmes, les héberge, les soutient dans leur démarche, les aide à se reconstruire. Son combat n'était plus une cicatrice, mais une mission. Chaque 24 décembre, nous allumons une bougie à la fenêtre, non pas pour commémorer la souffrance, mais pour célébrer la vie. Nous décorons notre petit sapin avec des souvenirs neufs, des boules achetées ensemble, des guirlandes choisies sans précipitation. Nous ne parlons plus de cette nuit enchaînée, mais de la lumière qui a suivi. Le silence est différent maintenant, il repose, il protège. Et dans les yeux d'Élise, il y a cette étincelle que rien ni personne ne pourra plus éteindre. On m'a souvent dit depuis que j'avais exagéré, dramatisé, que j'aurais pu tout laisser aux mains de la justice. Mais ce que j'ai fait pour ma fille, je le referai 1000 fois, sans hésiter, sans regret. Parce qu'une mère sent quand sa fille est en train de mourir à l'intérieur, même si elle sourit encore. Parce qu'il faut parfois briser les règles pour sauver une vie. Et parce que cette nuit-là, j'ai choisi l'amour, et cet amour est devenu une légende. Lorsque l'affaire est enfin passée devant le tribunal, plusieurs mois plus tard, Élise s'est présentée droite, fragile encore, mais déterminée comme jamais. Son avocat lui avait conseillé de ne pas regarder Antoine, pourtant elle avait levé les yeux vers lui, non pas pour affronter son bourreau, mais pour tourner la dernière page. Il avait tenté un sourire suffisant, un de ceux qu'il utilisait pour la briser, mais il n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Dans la salle silencieuse, j'ai compris que ce procès n'était pas seulement le sien, c'était celui de toutes les femmes qu'on avait réduites au silence. Et ce jour-là, c'est sa voix qui a brillé la plus fort. Quand la juge a prononcé la condamnation, un frisson irréel a traversé mon corps. Antoine écopa d'une peine lourde, aggravée par les preuves accumulées et son absence totale de remords, tandis que Gérard et Sylvie furent reconnus coupables de complicité de violence et de séquestration. Aucun cri, aucune contestation, seulement leur stupeur, étalée comme un masque qui s'effondre. J'ai senti la main d'Élise chercher la mienne, fragile mais chaude. Ce contact, ce simple contact, valait toutes les victoires. La justice avait parlé, enfin. Après le verdict, Élise et moi avons quitté le tribunal ensemble, traversant le parvis sous un ciel d'un bleu limpide qui contrastait avec l'hiver cruel de notre histoire. Des journalistes tentaient de nous approcher, mais Marc avait tout organisé pour nous protéger. Nous sommes montés dans la voiture, emmitouflés dans nos manteaux, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai entendu ma fille respirer sans trembler. Dehors, la vie continuait, indifférente, mais pour nous, chaque seconde avait désormais la saveur d'un recommencement. Les mois qui ont suivi furent consacrés à reconstruire, lentement, patiemment, en apprenant à redonner une définition normale à des gestes simples, dormir sans peur, ouvrir les volets sans frissonner, marcher dans la rue sans surveiller chaque silhouette. Élise s'est inscrite à des ateliers de peinture, retrouvant des couleurs qu'elle croyait éteintes en elle. Parfois, je la surprenais à sourire seule devant une toile, un sourire authentique, léger, presque timide. Et je remerciais silencieusement la vie de nous avoir offert ce retour doux, presque miraculeux. Un soir d'automne, alors que nous rangions des cartons dans la petite cave de notre immeuble, Élise m'a tendu un dossier bleu qu'elle avait gardé pour elle. À l'intérieur, il y avait les statuts officiels de son association, tamponnés, validés, désormais réels. « Maman, je veux aider les femmes qu'on n'écoute pas », m'a-t-elle dit d'une voix douce mais ferme. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes, non pas de tristesse, mais d'une fierté que rien ne pouvait contenir. Elle transformait ses cicatrices en force. Elle devenait, à sa manière, un phare dans la nuit des autres. La première conférence qu'elle a donnée fut un moment que je n'oublierai jamais. Elle se tenait devant une salle pleine, les mains légèrement tremblantes au début, puis de plus en plus sûre d'elle au fil de son récit. Aucun détail sordide, seulement une vérité nue, puissante,
portée par sa détermination de survivante. Les femmes présentes hochaient la tête, certaines pleuraient, d'autres prenaient des notes. À la fin, une jeune fille est venue lui dire « Grâce à vous, je vais partir ce soir. » Et là, j'ai compris l'ampleur de sa renaissance. Aujourd'hui, lorsque je regarde Élise marcher dans notre salon sans boiter, sans fuir, sans se cacher, je me dis que si cette nuit terrible est devenue une légende, ce n'est pas parce que j'ai agi comme une héroïne. C'est parce qu'elle a survécu, qu'elle s'est relevée, et qu'elle a choisi de tendre la main à celles qui n'osent pas encore crier. Et chaque Noël, quand nous accrochons notre petite bougie à la fenêtre, la lumière danse contre la vitre comme un rappel silencieux. Dans les ténèbres les plus profondes, l'amour reste la seule arme qui ne faillit jamais. Finally. Oh, let's fucking go! What an annoying little grrr. An annoying guy. It was very annoying. You weren't looking? No, you were here. You were here. How much did we get? Oh, we don't even have enough to level up. That might be a tragedy. Oh, now I just have too many runes to be at peace. But not enough to upgrade anything. Oh my god. And I'm also convinced that we still don't have the right yeah. What do I need? Let me go to EG. Check what I... He was kind of a cute boss. We don't have the same definition. Ooh, I thought I was scratching my tattoo. But no, we don't have the same definition of cute. He wasn't the ugliest boss. Cute isn't a word I would use to describe something like that. Oh. What a beautiful day. What a beautiful day. You need not descend and make it yours so that late. Something. Thank you, I love the way the tattoo looks. Unattractive? Definitely unsettling, you know? Finally. Wait, can I equip several Ashes of War? Question. Storm. Don't think I can. How much do I need for level up? Like 25,000 more? We might be cooked. Like this is... this is rough. This is very rough. Look at the doggos! They're just happily running. This is rough. What level am I at now? Good. 87. We're getting there. Inflation. Inflation. Eh ben dis donc. Ouais. C'est dur. Hein. Okay, let's kill you guys.
How much do you give again? I think they give a ridiculously low amount for, you know. Yeah. Stop eating me! I do more damage. I win. Like 500? $500 is just painful. What do you mean 500? Might as well kill the goats. Did we beat this dragon? I think we did, right? Passable. Killing goats isn't very goated. Well, I am desperate. Fucking Florida, man. I mean, there are dragons here, so. And they drop money. And we need money. We need cash. You have Jazz Brain again? You always had a Jazz Brain. I mean, again. The Dragoons. Am I crazy? Money in this economy? I know. I know. Trust me. Why is this guy pissing on me? What the hell did I do now? Well, I remember seeing so many. Yeah, see, there's one here. There's a Giga Dragon too. I want to fight the smaller one. Yeah, here's a small one. Be a baby. Maybe we can have the baby. Hi, Emily. Let's kill the baby. Oh my god, he's tanky as fuck, dude. That's not a baby. Two at the same time?
Steam streak, watch streak. Stream streak.